On va rendre l'idée de cette intervention à Laurent, puisque c'est lui qui l'a suggéré et qui nous a amené les jolis dessins. Donc, soit je vous présente, soit vous vous présentez l'un après l'autre. Je démarre. Donc, Laurent Couturier, Laurent, L-O-H-R-A-N. Donc, il est en bas sur le stand qui est à l'entrée de la grande salle, qui est illustrateur et dessinateur de BD depuis plein d'années. Et je crois que tu n'as pas dû me manquer un aventurial. Je crois qu'il est là tous les ans. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci beaucoup d'être présent. Oui, et depuis 1 an, 2 ans, je travaille pour le cinéma aussi. Voilà. Storyboard. Oui, Storyboard et Cara Design. Teddy, à toi. Vas-y. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Teddy Bellino. Je suis auteur de bande dessinée, plutôt en autopublication, voilà. Illustrateur et formateur en école d'art graphique. Côté bande dessinée, une école de cinéma pour tout ce qui est base de dessin, l'utilisation des outils numériques, et voilà. Donc indépendant, et aussi j'aime être dans le partage, dans la transmission d'un savoir-faire. Voilà. Et merci. Et Teddy a une caractéristique, c'est qu'il travaille au stylo à billes notamment. Donc pas d'erreur. Et vous verrez ses travaux qui sont dans la grande salle au niveau des illustrateurs, pas très loin de la tombola. Et c'est assez génial ce qu'il fait. Et nous avons Olivier Guet. Bonjour à tous. Qui c'est les deuxièmes aventuriales. Exactement, ouais. Et en fait, à la base, moi, je suis romancier, écrivain. J'ai fait des romans, des polars aux éditions du Masque, des romans policiers, des romans jeunesse, young adulte, etc. Et en fait, c'est Arleston qui est venu me chercher pour faire de la BD et je suis super content et je le remercie vachement parce que depuis, je fais quasiment plus que ça. J'adore. On aura l'occasion d'en discuter, mais pour moi, c'est un média qui est formidable. Mais c'est aussi un média dans lequel j'ai dû complètement me réinventer, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'écriture d'un roman. Et ouais, le début a été un peu compliqué. Je me suis bien fait engueuler au début quand même. Très bien. Donc on va peut-être commencer par Laurent, puisque c'est toi qui est à l'origine, qui a eu l'idée de cette table ronde. L'idée c'est quoi? C'était de présenter. Enfin, on l'a intitulé "S'il te plaît, dessine-moi une BD". Sachant qu'il n'y a pas que du dessin dans une BD, bien sûr, il y a le scénario. On va le faire chronologiquement, de l'idée à la réalisation jusqu'à la publication et la mise sur le marché, peut-être. Qui veut démarrer sur l'origine, sur comment démarre-t-on le... Ouais. Alors, c'est vrai que souvent, et c'est pas tout le temps le cas, parce que quelquefois l'idée nous vient du dessinateur, mais c'est vrai que le plus souvent, en fait, l'idée de base vient du scénariste. Et en fait, on fait plusieurs étapes d'abord dans notre écriture. Donc, on a d'abord une idée de base qui est vraiment une idée très simple. Je prends l'exemple de Métamorphe, mais ce serait de dire et si la plus belle fille du collège qui fait super attention à son apparence se transformait en loup-garou et qu'elle devait le cacher à toutes ses copines aussi superficielles qu'elle, comment est-ce que ça se passerait? Ça, c'est un peu le pitch, c'est l'idée de départ. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde a. C'est-à-dire que très souvent, d'ailleurs, il y a des gens qui viennent nous voir en salon et qui nous disent « Oh, j'ai une super idée ». Et en fait, des idées, on en a tous. Quand c'est à ce niveau d'idées, on a tous des idées. Après, en fait, on va faire ce qu'on appelle un pitch et puis en fait un séquencier. Donc le séquencier, ça va être en gros de dire, voilà, j'ai un 56 planches par exemple. Donc qu'est-ce que je vais mettre en gros, très gros, mais qu'est-ce que je vais mettre en gros, page 1, page 2, page 3, page 4, pour que ça fasse les 56 pages, que ce soit cohérent, que ce soit intéressant, qu'il y ait des rebondissements, etc., etc. Et généralement, c'est à peu près à cette étape-là, en tout cas pour moi, que je contacte les dessinateurs ou que ma maison d'édition contacte les dessinateurs parce que du coup on a un pitch, on a quelque chose de détaillé qui permet aux dessinateurs de voir si ils se sentent le faire, si ils se projettent bien dans l'histoire.
Et si c'est le cas, j'ai quasiment fini, hein, après je vous relance la parole. Et si c'est le cas, en fait, je passe à l'étape suivante, qui est en fait généralement de faire les 3 premières pages du scénario, avec un découpage, ce qu'on appelle un gaufrier, avec les différents éléments qu'il va y avoir. Et du coup, le dessinateur va faire des essais de personnages et des essais sur ces premières pages pour voir si on est bien d'accord, si ça nous va bien, si lui, le scénario lui convient, et si moi, le dessin me convient. Et à partir du moment où c'est fait, on part là-dessus. On aura l'occasion d'en reparler, mais globalement, ça c'est ma première partie. Et ensuite, globalement, c'est au dessinateur. Je passe la main au dessinateur. On passe la main au dessinateur au pluriel, sachant que l'un des dessinateurs autour de la table est également scénariste. Enfin, tu scénaristes tes propres BD également. Oui, ce qui est intéressant, la différence entre effectivement Olivier et dans mon cas, c'est que je suis plutôt en autopublication, donc avec les financements participatifs, le soutien des personnes en fait. Ce qui fait que le processus n'est pas si différent que ça. Seulement, on n'a pas la contrainte d'un format qui serait imposé par un éditeur en termes de pagination. C'est plutôt le scénario qui va dicter ses besoins en page. Et ensuite, après, ça peut être aussi un problème. Ça peut être très long ou à la fois très court. Voilà. Donc moi, en tant que dessinateur, j'ai plus d'aisance à dessiner que de créer des histoires. Je me fais plutôt aider. Voilà. J'ai quelqu'un qui intervient pour apporter le croustillant, un petit peu de contenu, et moi, je vais créer la structure. Voilà. Mais je m'amuse beaucoup plus au dessin. Et surtout en illustration, à faire des petits personnages au stylo bic aussi. Alors moi, je ne suis pas du tout scénariste. La difficulté du scénario, et ça je le vois beaucoup quand des personnes me contactent pour illustrer leur scénario, c'est qu'en fait, on a tous une propre sensibilité, on a tous une propre histoire, et on doit avant tout réussir à créer quelque chose qui va susciter de l'émotion chez un lecteur. Et il y a souvent une confusion entre le fait d'avoir aimé quelque chose et d'être un spectateur et le fait après d'utiliser ces outils pour travailler, pour transformer ce que l'on a aimé en fonction de ces outils en un scénario. Et moi, je suis typiquement dans ce cas-là. Donc, je vais beaucoup aimer quelque chose, mais je n'ai pas les outils scénaristiques. Et je vais vouloir écrire quelque chose sur ce que j'ai aimé, mais en tant que spectateur. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais juste replagier ce que j'ai aimé en tant que spectateur. Et ça, ce n'est pas un scénario. Donc, à ce moment-là, je vais plus raisonner en thème, sur les choses qui me marquent, qui me touchent. Alors, moi, ça va être l'humain, les relations, l'histoire. Et puis, je vais mettre des mots-clés comme ça et je vais contacter un scénariste, si je veux travailler avec un scénariste, et je vais lui donner ce thème. Et c'est lui qui va utiliser ses outils et son propre univers pour créer une histoire. À partir de là, c'est exactement ce que mon confrère a dit. Il va travailler sur un pitch, et, il va soumettre, il dit voilà, est-ce que ça te plaît, etc. Et après, l'étape d'après, pour te faciliter la transition, c'est qu'il va découper son histoire par scène. En général, la règle, c'est une scène, ça va faire entre c'est très rare, mais 3, 5 pages. 5 pages, ça commence à être long. Et chaque scène, après, il va essayer de la découper par case. Et c'est là où le travail entre le scénariste et le dessinateur va se rejoindre. C'est que souvent, le dessinateur va reprendre la page et puis, en fonction, et on en parlera après, de comment il veut susciter une émotion dans une case ou une émotion dans une scène ou dans un dessin, il va changer un petit peu le nombre de cases par page. Et ça va casser le travail du scénariste. Parce qu'il va dire, bah oui, mais moi, cette scène-là, elle devait s'arrêter à telle page, à la fin de telle page. La scène devait prendre 3 pages, je ne sais plus comment. Voilà. Et les 2 travaux vont se rejoindre à ce moment-là. Ah, mais c'est vrai qu'effectivement, tu as tout à fait raison là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je me rends compte, donc je travaille avec beaucoup de dessinateurs, puisque j'ai pas mal de séries avec des dessinateurs différents. Et chaque dessinateur a sa manière de fonctionner, chaque dessinateur a sa complicité en fait, avec le scénariste. Et chaque dessinateur a plus ou moins envie de s'impliquer, j'allais dire, profondément ou pas dans le projet. C'est-à-dire, il y a des dessinateurs qui sont très très contents, et c'est pas du tout un gros mot, hein, mais d'être entre guillemets exécutants, alors qu'il y a des dessinateurs qui sont très contents au contraire de prendre vraiment parti et je ne vais pas aller jusque-là, mais limite d'être co-scénariste parce qu'ils vont vraiment s'impliquer en fait, dans la création de l'histoire, dans la création des scènes, etc., etc. Et par exemple, je disais qu'effectivement, je faisais ce fameux gaufrier, c'est-à-dire le découpage des cases, mais... Des exemples de gaufrier.
Ah bah voilà, exactement. Et en fait, c'est simplement le découpage des cases que vous avez, c'est-à-dire est-ce qu'il y a 5 cases, 8 cases, est-ce que la case 1 est plus grande que la case 2, etc. etc. Simplement, moi, je suis convaincu que les dessinateurs, comme le disait très bien Laurent, hein, je suis très nul pour les prénoms, c'est ça, Laurent. Comme disait très bien Laurent, les dessinateurs, en fait, sont beaucoup plus doués, de mon point de vue, que les scénaristes pour savoir comment positionner les cases, quelle taille, etc. Tout simplement parce que ils ont ce talent, justement, de mettre du visuel là-dessus, que moi, j'ai pas forcément. Et en plus, même avec des années de métier, il y a plein de contraintes de BD que je connais pas. Je fais juste un petit aparté. Vous n'hésitez pas à me couper parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Hein. Mais je fais juste un petit aparté là-dessus sur la différence entre l'écriture quand on fait un roman et celui quand on fait une BD. La principale différence, c'est la place. C'est quand vous faites un roman, vous pouvez faire un roman, surtout en fantasy, de 800 pages, 1000 pages, etc., sans aucun problème. Et du coup, vous avez de la place pour mettre justement en place des relations, pour que les gens s'attachent aux personnages. Et si en page 750, vous tuez quelqu'un, ou bien au contraire, inversement, vous avez un héros, une héroïne qui finissent ensemble, page 820, et les gens ont eu beaucoup de temps pour s'attacher à eux, et ça leur fait quelque chose. Quand on est sur une BD, alors je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, il peut y avoir des formats plus longs, etc. Mais quand on est sur une BD, on est souvent effectivement sur du 48 pages, du 56 pages, quelquefois du 70. Sinon, on va vraiment basculer sur du roman graphique. Et ça veut dire que notre travail est beaucoup plus difficile parce qu'il faut qu'on arrive à vous intéresser à nos personnages en quelques pages. Il faut que s'il se passe quelque chose en page 46, vous soyez ému. Alors qu'en fait, vous avez eu 45 pages pour vous intéresser au personnage et qu'en plus, il y a peut-être eu d'autres scènes, d'autres choses et tout. Donc moi, ça a été ma principale difficulté. Et c'est la principale difficulté justement à faire. Et du coup, c'est pour ça que je reviens à la question qui était posée. C'est pour ça que moi, au début, mes gaufriers, ils étaient catastrophiques et mes dessinateurs s'arrachaient les cheveux parce que je voulais en mettre trop. Je faisais du Goscinny parce qu'on m'a appris un peu la méthode Goscinny. Et donc, je mettais des cases, des pages avec 10 cases, 11 cases. Et mes dessinateurs étaient là genre... Il faut savoir qu'en moyenne, sur une BD classique, vous allez peut-être me corriger, mais en tout cas, moi, ce que mes dessinateurs me disaient, c'est que 7, 8, on est bien. Quand il n'y a pas de grandes cases, je veux dire, 7, 8, on est bien. 9, ça commence déjà à être beaucoup, quoi. Donc voilà, il ne faut pas essayer de trop en dire parce que la BD, c'est un média qui passe beaucoup par l'image, forcément. Et donc, il faut laisser la place aux dessinateurs de s'exprimer. Il ne faut pas essayer de tout rentrer, tout remplir. Oui, non, c'est très intéressant. En effet, c'est vrai qu'en tant que dessinateur ou dessinatrice, on a un rôle, il faut en avoir conscience, de réalisateur, réalisatrice, comme dans le cinéma. C'est très cinématographique, on peut tout autant s'appuyer, s'inspirer du jeu vidéo. Voilà, tout ça est une source d'inspiration intarissable. Et la mise en scène, le cadrage, l'angle de prise de vue, le positionnement d'un personnage dans un décor, la lumière, la direction de regard, le sens, les proportions, tout ça s'intègre dans un storyboard, c'est-à-dire un schéma de la mise en scène. Et c'est plus important que tout en réalité. Et quand on a de bons scénaristes qui nous livrent effectivement un script dialogué très précis, on peut aisément dessiner, faire une proposition qui ne sera pas véritablement changée en réalité. Tandis que quand on a un petit peu plus de liberté, on peut faire des suggestions, et c'est là que la collaboration est intéressante, c'est de pouvoir trouver des compromis et créer quelque chose d'assez inattendu. Voilà. Et c'est vrai qu'en tant que dessinateur, c'est toujours sympa de donner vie à une œuvre, à un projet, avec des premières images, en fait. Voilà. Comme dans le cinéma, le storyboarder est un travailleur de l'ombre, tandis que c'est de lui quand même que viennent les premières images, en étroite relation avec la direction artistique, la réalisation et tout ça, quoi. Donc voilà, je suis d'accord sur tout ça. Pour illustrer tout ça, Laurent nous a amené 2 planches donc, qui sont affichées là, mais je les ai également sur le PC. Donc on peut zoomer sur certains, qu'est-ce que t'en dis, sur certains points, sur certains plans. Oui. Dis-nous, celui-là ou l'autre? Alors je ne sais pas si plutôt l'autre. Ok. Pas de problème, il y a qu'à demander. Alors moi aussi les prénoms. Olivier, oui. Ce qu'il disait sur la gestion du temps entre le roman, on a la même chose avec le cinéma. C'est-à-dire que sur le cinéma, il y a une capacité de contrôler le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez regarder un film, et puis si le protagoniste met 4 plombs pour monter dans sa voiture, vous serez devant votre film, puis vous allez attendre qu'il monte dans sa voiture.
Et donc, on va pouvoir gérer une émotion sur la gestion du temps. Mais sur une BD, vous tournez les pages, si vous voulez lire la BD en 10 minutes ou si vous voulez prendre le temps, vous êtes complètement libre. Donc en fait, le scénariste n'a aucune maîtrise sur la gestion du temps. Donc il va falloir utiliser d'autres méthodes pour réussir à gérer une émotion qui ne va pas être une émotion qui va être gérée par le temps. Donc sur la BD, on va utiliser la gestion des émotions sur le fait de montrer une action ou de ne pas la montrer, de montrer un élément ou de ne pas le montrer. Et là-dessus, on va pouvoir générer une interrogation ou une émotion chez le lecteur. Et c'est la seule arme qu'on a après. Est-ce que ça illustre ce que tu viens de nous dire? Si tu veux le commenter un petit peu, peut-être. Alors, sur celle-ci, par exemple, ça, c'est des storyboards. Alors, on ne voit pas très, très bien, on verra peut-être mieux là-bas. En fait, ça se passe... Je peux zoomer un peu plus, tu me dis. Hein. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On va aller très vite sur celle-ci, mais... il y a deux éléments. Alors, une règle que je n'ai pas respectée ici, parce que c'est comme de l'art, en fait, il y a tout un tas de règles. Elles sont très très bien quand on les suit, puis à un moment donné, quand on les suit pas, on fait ah, bah, c'est bien aussi. Voilà, donc c'est l'art et son inverse. Et en général, une des règles qu'on a dans la BD, c'est que on doit toujours présenter un contexte, donc on a souvent un grand plan. Et dès qu'on veut passer sur une émotion, on va être sur un plan rapproché. Et en général, les plans rapprochés sont des petites cases et les grands plans sont des grandes cases. Et donc là, on a présentation d'une scène qui va être séparée par des cases plutôt horizontales et présentation d'une action qui va être sur des cases qui vont être plutôt verticales, avec un zoom sur les 3 cases de derrière et une montée verticale comme ça sur le personnage qui va être ici et qui va monter sur une diagonale pour pouvoir passer à la case suivante. Tu veux que je passe la case suivante? Oui, par exemple. Et je voudrais aussi un peu laisser les paroles aux autres. Je vais juste faire une toute petite chose. Quand on a des personnages comme ça qui marchent et qui vont dialoguer, donc là, la case doit être aussi pensée comme une illustration à part entière. Donc là, on a 4 cases verticales et puis on a 2 cases en plan type 16/9 pour séparer les deux. Et ça, c'est un effet esthétique. Mais juste le point ici, c'est que la manière dont on va disposer les bulles, on ne va pas tous les aligner vers le bas. Il faut réussir à amener de la diversité qui va enrichir l'œil. Et donc, on va essayer de faire un S, là, comme je l'ai dessiné à côté avec les bulles, pour pouvoir faire quelque chose. Un point sur la règle des 180, on va le voir sur la planche d'après. Oui, vas-y passe sur la planche d'après. Est-ce que la règle des 180, ça vous dit quelque chose? Non? Ben, vous voyez, il y a une caméra là-bas. La règle des 180, ça veut dire qu'on va toujours rester, on va définir un angle de 180 degrés autour de la caméra, on va toujours rester dans cette partie-là du champ. C'est-à-dire que si on montre un personnage qui va être sur la gauche, et ben pendant toute la scène, le personnage restera sur la gauche. Et ça, vous pouvez le voir si vous regardez par exemple Umbrella Academy. Vous regardez Umbrella Academy, ça, vous l'avez énormément à l'intérieur. C'est-à-dire que le personnage va être toujours... Un personnage qui va être montré sur la gauche au début d'une scène restera toujours sur la gauche jusqu'à ce que la scène se termine. Là, j'ai un personnage féminin sur la gauche, un personnage, donc là, c'est un occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale qui est sur la droite. Et en fait, elle est toujours sur la gauche, il est toujours sur la droite. Et c'est toujours le cas, c'est-à-dire que quand ils sont sur 2 cases, chacun, l'un est sur la gauche, l'autre est sur la droite. Là, elle est sur la gauche, lui, il est sur la droite, même s'il y a son bras qui est de l'autre côté. Mais même lorsqu'ils sont sur une case tout seul, lui, il va être plutôt sur la droite de la case et elle va être plutôt sur la gauche de la case. Lui, par exemple, la bulle, elle est ici parce que comme lui, il était à droite, il va être à droite de la case. Et ça permet de faire en sorte que vous ne soyez pas perdu dans la planche et que vous puissiez continuer de suivre l'histoire. Olivier, si tu veux réagir un petit peu là-dessus, sauf si tu n'as pas fini, pardon. C'est bon. Alors, c'est ton gaufrier, ça, non? C'est pas, ouais, voilà, c'est super intéressant, je trouve, parce qu'en fait, en vrai, je vais lancer des fleurs, hein, mais je suis super content de cette conférence parce qu'on rentre vraiment dans le concret. Et souvent, les conférences qu'il y a autour du dessin, de la BD, on donne des grandes idées. Et moi, je trouve ça passionnant, par exemple, là, de voir un dessinateur qui va donner certains des exemples, certains des choix que moi-même, d'ailleurs, quelquefois, en tant que scénariste, je ne connais pas. C'est-à-dire que moi, en fait, je cherche un rendu, je le demande entre guillemets à mon dessinateur. Le dessinateur, il fait sa tambouille
Et entre guillemets, moi, il y a des choses, je vais dire, bah ça, c'est pas exact. Enfin, au niveau du storyboard, par exemple, c'est pas exactement ce que je pensais et tout. Mais si c'est ce que je pensais, en fait, je me rends pas forcément compte qu'en fait, le dessinateur a justement appliqué ce genre de choses. Je me dis juste, ah, c'est super, ça marche très bien, alors qu'en fait, il a appliqué des formules derrière. Et moi, ce que je voudrais, c'est donner quelques exemples, par exemple, justement, de techniques aussi qu'on a de scénaristes. Je vais commencer par du super basique. Ça va faire rire les dessinateurs parce que c'est l'erreur, la première erreur d'un scénariste qui n'a jamais fait de BD. C'est l'homme entre et s'assied au bar. Voilà. Donc, ben voilà. Pourquoi? Parce que c'est complètement impossible, parce qu'il y a deux mouvements. L'homme entre, puis l'homme s'assied au bar. Donc on ne peut pas le faire en une seule case. Soit l'homme entre, soit il s'assied au bar. C'est complètement impossible de le faire en une seule case, sauf à vraiment utiliser des techniques. Ouais. Un dessin, une case, une action. Exactement. Et alors, hop, on monte un petit peu la difficulté. Donc là, c'était facile, vous avez tous compris pourquoi ça ne marchait pas. Mais maintenant, imaginez un dialogue. Imaginez un garçon et une fille qui discutent. La fille dit oh, t'as oublié mon anniversaire. Le garçon dit mais non, je voulais juste te faire la surprise. Et la fille fait ah, c'est super mignon. Et là, le dessinateur, il va me péter la gueule aussi. Pourquoi? Parce que là, c'est pas deux actions, mais c'est deux émotions. C'est-à-dire qu'en fait, la fille est furieuse au début et contente à la fin. Et ça, vous ne pouvez pas le mettre sur une seule case. Donc, si vous voulez le transcrire, il va falloir le mettre sur deux cases. Et ça, c'est pareil. C'est qu'en fait, vous voyez, là, par exemple, sur les exemples qu'il a donnés, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases. C'est à peu près ce que je disais, 7, 8 cases. Donc, le fait de passer d'une case à deux cases, pour nous, ça nous casse tout. Donc, on est obligé de réfléchir à la manière d'optimiser les choses. Et je termine sur une dernière chose qui, moi, m'avait vraiment marqué, alors que je ne savais même pas que j'allais faire de la BD parce que j'avais genre 8 ou 9 ans. Mais je lisais un Achille Talon, Dr Chacal et Monsieur Bide, voilà, dans lequel, en fait, il y a... Ouais, il y a d'énormes bulles de dialogue, mais surtout, Greg adorait en fait casser le quatrième mur. Et en fait, il y a un moment où, à la dernière case de la page, Achille Talon dit « Mon papa à moi, j'ai tout compris ». Et là, toute la page suivante, c'est en fait un dialogue entre Achille Talon et son père qui lui dit « Ah, là, en fait, tu as fait exprès de réfléchir et d'attendre pour pouvoir faire une révélation en fin de case. » Et ils disent « Oui, bah oui, effectivement, j'ai appris ça et tout. » Et en fait, vous allez voir, moi je le fais dans mes BD et les dessinateurs le font beaucoup, c'est que une grosse contrainte et technique qu'on a, nous, pour faire nos pages, c'est qu'il faut qu'il y ait une raison pour laquelle notre page se termine. On ne peut pas terminer notre page en plein milieu d'une conversation sans qu'il y ait de logique. On ne peut pas terminer notre page. Il faut que ce soit soit un moment de suspense, soit une pause dans une conversation, soit un changement de lieu. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'il y ait une raison de tourner cette page, en fait. Et ça, ce n'est pas forcément facile parce qu'effectivement, quelquefois, toute notre action, par exemple, on veut la faire en 10 cases. 10 cases, ça ne va pas rentrer dans une page, mais si j'en mets 8 et que j'en mets 2 dans la case d'après, ça va complètement casser l'action. Et donc, il faut que je repense, que quelquefois, je réfléchisse complètement, j'enlève des lignes de dialogue pour enlever des cases, que je regroupe des trucs et tout. Parce qu'il y a vraiment cette contrainte de dire, si moi je voulais que tout soit dans une page, il faut que tout soit dans une page. Et si le dessinateur, 10 cases c'est trop, il faut que j'en fasse 8. Donc si j'en fais 8, c'est mon taf de me démerder pour couper, pour enlever des choses, pour que ça rentre dans les 8 pages, les 8 cases. Oui, faut rebondir sur pas mal de choses pour compléter. En effet, si on a une intrigue qui va durer une dizaine de pages, à un moment donné, il faut penser à la pagination, les pages en vis-à-vis. Quand on veut amener au point culminant d'une intrigue et dévoiler quelque chose, il faut tourner la page, il faut que ça tombe pile poil sur un nombre pair pour éviter de casser justement la surprise. Et pour en revenir, en fait, moi je fais des ateliers bande dessinée avec des enfants, des adultes, un peu tout ce public-là. Et en fonction de ce qu'ils veulent faire, effectivement, ils ont un scénario, ils font un descriptif. Et là, trop d'informations dans une case. Donc pour rebondir par rapport à ce que disait Laurent, l'action, enfin tout ceci, c'est vraiment le qui ou quoi. Ça sert à la fois pour écrire une histoire, de savoir de qui on parle, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on y fait. Ça fonctionne. Si vous voulez faire de la BD, vous pouvez déjà commencer comme ça et proposer par case un personnage dans un décor qui fait une action. Voilà. Et à chaque fois, c'est ça, on avance et on propose de la bande dessinée. Voilà. Avec un nombre de strips limité pour garder une cohérence et essayer de préserver une sorte de code de règles, voilà, que parfois on peut... choisir délibérément de ne pas respecter. Alors justement,
Si tu veux bien passer à la case d'après, on va montrer un dernier petit élément sympathique. On a spoilé. Celle d'avant, là. Voilà. On va regarder ces deux cases, là, la 4 et la 6. La 4 et la 5, pardon. C'est un petit élément narratif rigolo. Alors, il y a d'autres règles hein, dans la BD, mais on ne va pas toutes les faire parce que, enfin, c'est des cours entiers. T'en parleras mieux, mais... Sur la case de gauche, l'homme domine la situation. Sur la case de droite, la femme reprend la domination sur la scène. Donc en fait, sur la case de gauche, on va prendre la case, on va la centrer au milieu et on va positionner les personnages de telle sorte que l'homme soit au centre. Et c'est lui qui va avoir une action dominatrice sur la femme, qui va se rebeller pour reprendre position par rapport à ce qui est en train de se passer et qui va se retourner et remettre le protagoniste masculin à sa place. Et à ce moment-là, du coup, on va repousser la scène, on va décaler la caméra de telle sorte que ce soit elle qui soit au centre de la case. Alors ça aussi, c'est imperceptible. C'est beaucoup utilisé dans le cinéma, ça aussi. Quand vous voyez une scène et que vous voyez qu'à un moment donné, c'est un petit peu décalé comme ça, vous pouvez déjà savoir à l'avance quelle va être la conclusion de la scène en fonction de comment les personnages sont positionnés dans l'image. C'est beaucoup utilisé. Oh, oui, oui. Après, sinon, on passera tout le... Donc ça, c'est bien ton gaufrier, en fait. C'est bien, oui, tout à fait. En fait, on appelle ça gaufrier. Moi, j'ai appris ça avec des coups de fouet par Arleson, parce que comme je venais d'un autre média au début, justement, je faisais toutes ces erreurs dont je vous parlais. Hein. Moi, je suis tombé dans tous les panneaux au début. Mais en fait, ça s'appelle un gaufrier parce que si vous regardez, par exemple, la meilleure manière de s'en rendre compte, c'est de regarder un Astérix. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi méthode Goscinny. C'est qu'en fait, vous avez 4 strips, en fait, 4 verticales, 4 bandes, merci, je cherchais le terme, 4 bandes verticales. Et ensuite, chaque bande peut être divisée en 1, 2 ou 3. Et du coup, vous pouvez aller jusqu'à 12 cases. Ça arrive dans certaines pages d'Astérix parce que, en plus, Uderzo était exceptionnel pour réussir à mettre des... En fait, beaucoup de gens, j'ai une parenthèse, mais beaucoup de gens encensent Goscinny, et ils ont raison, parce que Goscinny est un scénariste incroyable, mais ne se rendent pas compte à quel point Uderzo était exceptionnel également. Et en termes de dessin, il avait vraiment une patte... Faut pas trop qu'il scénarise Uderzo. Non, par contre, oui, non, je parlais en termes de dessinateur, évidemment. Et donc voilà, vous avez ce gaufrier, c'est-à-dire qu'en fait, la manière dont Goscinny faisait les choses, c'est qu'il a ces 12 cases qui s'appelaient 1, 2, 3, enfin je crois qu'il les faisait avec des lettres, mais bon, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ensuite, la manière dont il faisait son scénario, c'était 1 plus 2 plus 3, vue du village gaulois. Et donc ça voulait dire qu'en fait, c'était la bande qui était vue du village gaulois. 4 plus 5, Obélix et Astérix sont en train de se balader dans le truc. 6, gros plan d'Obélix qui fait ça. Et voilà. Pourquoi je vous parlais de ça? Il y avait sûrement une raison. Qu'est-ce que c'était, quoi ta question? J'avais rebondi sur le gaufrier. Mais... Ah oui. Du coup, je vais laisser les autres répondre en allant sur un point qui est intéressant. Et je ne sais pas justement comment vous travaillez là-dessus, mais moi, je trouve ça super intéressant. C'est que quand on fait une histoire, il y a d'abord effectivement le storyboard, puis le crayonné. Bon, alors toi, si j'ai bien compris, tu vas directement sur le stylo. Mais quand tu travailles avec quelqu'un, souvent, tu as le storyboard, le crayonné et l'ancrage. Et le storyboard, c'est le moment où nous, en tant que scénaristes, on a encore le droit d'emmerder le dessinateur. Parce qu'en fait, c'est le moment où on essaie de voir si on se comprend. C'est-à-dire qu'en gros, moi j'ai dit, voilà, dans cette case, il y a 4 personnages qui sont autour d'une table, qui sont en train de discuter et qui font une conférence. Et en fait, il n'a pas bien compris, il nous a mis sur des tabourets de bar, par exemple. Et moi, je disais, non, pour mon histoire, en fait, c'est important que ce soit des fauteuils. Et du coup, comme c'est juste du storyboard, c'est-à-dire du truc qui a été fait assez rapidement, en quelques secondes, en quelques minutes, il peut corriger et qu'on soit d'accord. Par contre, une fois que j'ai validé le storyboard, là, il commence du crayonné. Ça veut dire que si je lui demande de changer un truc, là, il va pas être content parce que c'est quelquefois des heures, des journées de travail qui sont perdues. Vous êtes d'accord là-dessus? Tout à fait. C'est vrai que ça dépend de la manière dont on travaille en collaboration, à distance ou alors vraiment en rencontre directe. À partir du moment où vraiment le scénario est vraiment bien détaillé, on peut faire des propositions efficaces. Mais quand on peut faire des suggestions, parfois on peut ne pas comprendre le détail du scénariste. Et c'est là qu'effectivement ça peut arriver, que ce soit confus et que ça ne colle pas.
ou alors vraiment ça colle vraiment directement. Alors ça, c'est le lien entre le scénariste et le dessinateur. Et ça, c'est justement pourquoi le dessinateur doit faire un effort pour comprendre ce que le scénariste voulait, surtout s'il a une vision cinématographique ou romancière de son histoire, pour essayer de lui amener des propositions et des transformations si besoin. Et de la même manière, le scénariste doit absolument avoir un œil sur le storyboard et sur le dessin du dessinateur. Et le dessinateur doit du coup gérer des modifications que quelqu'un qui ne sait pas dessiner doit lui amener. Il faut savoir écouter. Moi, je travaille avec un scénariste qui s'appelle Nicolas Pona. Je ne sais pas si... alors, il ne sait pas dessiner. Enfin, moi, je trouve qu'il sait bien dessiner. Enfin, lui dira qu'il ne sait pas dessiner, mais il fait un travail avec des cailloux. Donc, il prend des cailloux qui discutent entre eux dans leur champ, avec dans des histoires de cailloux. Donc, lui-même invente des petites scénettes avec des cailloux et il fait toutes ses planches avec des cailloux. Et en fait, c'est un exercice qui s'impose à lui-même pour justement rester sur 6 cases, 7 cases, 8 cases, une action par case, une émotion par case, les chants contre chants, parce qu'on ne peut pas toujours montrer deux personnages qui discutent, on ne peut pas toujours montrer le même angle de vue. De temps en temps, il faut montrer la forêt, puis on ne voit pas les personnages. De temps en temps, il va refocaliser sur un caillou et on ne voit pas l'autre. Après, il va tourner, toujours en respectant la règle des 180 degrés, pour qu'on voit le visage de l'autre caillou. Et il fait cet exercice-là qui l'a permis de se familiariser avec tous ces concepts pour mieux construire ses storyboards. Voilà, si tu veux dessiner des cailloux. Alors moi, je dessine très 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 mal et c'est une grande blague parmi mes dessinateurs parce que généralement, on se comprend très bien sur des descriptions. Mais quelquefois, j'ai un truc assez spécifique, en fait, avec une position assez spécifique ou un truc assez spécifique à faire. J'ai un exemple dans Métamorphe où, en fait, le héros fait un truc qu'on trouvait un peu, par exemple, dans le manga d'Olive et Tom quand on était plus jeune. Mais en fait, il va rebondir contre une cage de but. En fait, il va, entre guillemets, s'accroupir sur le... Vous voyez, c'est assez difficile à décrire, en fait. Mais il va en gros s'accroupir sur un poteau de but pour se projeter de l'autre côté et réussir à arrêter le ballon en tant que gardien, qui est une scène évidemment complètement impossible, mais comme il y a des super pouvoirs, ça passe. Et vous voyez, là, j'ai eu du mal à vous le décrire. Et c'est quand même assez compliqué à décrire comme scène. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé sous Paint, j'ai fait 3-4 traits de crayon pour qu'ils comprennent à peu près ce que je voulais. Et en fait, j'ai un Hall of Fame de mes dessinateurs qui se partagent mes dessins Paint parce qu'ils sont tous catastrophiques. Et voilà, alors on voit genre un bonhomme qui est en train de faire comme ça, un bonhomme qui est en train de faire comme ça. Mais voilà, en fait, ça donne une idée à peu près de ce que je recherche. Et je termine en disant qu'en fait, pour rejoindre exactement ce que vous disiez, en tant que scénariste, je pense qu'il faut laisser le maximum de liberté, évidemment, aux dessinateurs. Alors, il y a des dessinateurs qui ne veulent pas. Il y a des dessinateurs qui veulent être drivés, qui veulent absolument qu'on leur dise ce qu'il faut faire à la lettre. Mais la plupart préfèrent, évidemment, être le plus libre possible et être le plus impliqué possible dans l'histoire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est généralement aussi, dans chaque case, de ne mettre que l'essentiel, ce qui est important pour nous, pour l'histoire, et de laisser le reste aussi au dessinateur. Par exemple, si je devais décrire la scène qu'on a ici, je peux dire, voilà, il y a 4 hommes qui sont... je peux même pas forcément, il y a 4 personnes qui sont autour d'une table, qui sont en train de tenir une conférence. Il y en a un qui est en train de parler dans le micro, et il y a une vingtaine de personnes dans le public. Si j'ai besoin que de ça, je ne dis que ça. Et après, le dessinateur peut choisir que ce soit 4 hommes, 4 femmes, 2 hommes, 2 femmes, qu'il y ait des gobelets ou pas sur la table, que finalement il y ait un ordinateur ou pas qui soit branché. Si en fait pour moi, pour l'histoire, c'est pas important, finalement ça reste dans l'imaginaire du dessinateur de choisir comment est-ce qu'il veut faire. Est-ce qu'ils vont tous être au premier rang ou est-ce qu'ils vont être répartis dans la salle ou au contraire tous au dernier rang ? Tout ça, en fait, c'est si pour moi c'est pas important dans le scénario, je vais pas le dire. Alors quelquefois le dessinateur me le demande, me dit au fait comment tu voyais les personnages dans la salle. Mais si ça n'a pas d'importance, c'est bien de le laisser parce que il faut pas être contrôle fric et dire voilà le premier porte un jean et des baskets bleues et le deuxième a voilà un gilet gris et tout. Parce que là du coup on laisse aucun espace de liberté dans rien du tout et en fait le dessinateur devient un exécutant et ça a aucun intérêt quoi. Et là, on peut parler des angles de vue et par rapport à une scène comme ça. Et toi, tu es spécialiste des angles de vue. Oui, pour l'enseigner en storyboard d'animation et cinéma, il faut vraiment s'inspirer de grands réalisateurs et réalisatrices pour essayer de comprendre un petit peu leur truc, en fait, tout simplement, de passer
d'un côté de l'autre. Donc quand on part de la ligne d'action, la règle des 180 degrés, c'est vrai que moi j'y pense vraiment à chaque case. Je ne vais pas forcément l'imposer constamment, mais c'est vrai que pour une discussion, et quand tu prenais l'exemple de Umbrella Academy, en fait c'est partout, dans les séries TV, les téléfilms, les jeux vidéo, on a systématiquement une interaction entre deux personnages qui garderont la même place dans un cadre, dans une vignette. Et lorsqu'on franchit ça, lorsqu'on on perturbe ça, c'est qu'en fait on va avoir un élément qui va venir intrusif ou pas, changer cette méthode. Parfois, on voit la caméra qui tourne autour d'eux. Simplement. Et là, je veux dire, il n'y a plus d'angle, il n'y a plus de... Le travelling circulaire. Mais Fight Club. Important. Fight Club, ça, la règle des 180, il la pète, et c'est volontaire. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, nous, en tant que scénaristes, tout ça, on ne le connaît pas. Enfin, en tout cas, on ne le connaît pas. Non, mais c'est vrai. C'est qu'en fait, on voit le résultat. Mais moi, personnellement, c'est vrai que je commence à progresser sur des choses type bord perdu ou des choses comme ça. Mais de manière générale, c'est vrai que les angles de prise de vue ou des choses comme ça, alors on le voit parce que, comme vous le dites, en fait, ça choque quand d'un seul coup, c'est brisé sans que ce soit volontaire. Et ça fait tout bizarre. Mais en fait, moi, je n'aurais pas été capable de mettre le doigt dessus, de dire, attends, ta case 4, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais je n'aurais pas été capable de dire, mais en fait, c'est parce qu'il a changé. Par exemple, il a inversé les personnages ou un truc comme ça. C'est pas spontanément ce qui va monter à l'esprit, c'est juste le fait qu'en fait, ça fonctionne pas, quoi. Alors, les dessinateurs qui aiment être vraiment guidés, moi, j'étais comme ça. Sur mes premiers contrats, j'étais comme ça. Parce que le storyboard, souvent on pense au dessin qui est très difficile, mais le dessin finalement c'est de la technique et c'est de l'apprentissage. Une fois qu'on sait faire une perspective, une fois qu'on connaît l'anatomie, on a des techniques d'ancrage, ça se fait. Mais l'idée du storyboard, on est vraiment dans la créativité. C'est comment on va réussir à susciter l'émotion et comment on va réussir à montrer telle action, telle scène ou telle émotion. Et ça, c'est vraiment très difficile. Et je souffrais énormément, moi, au début là-dessus. Et donc, je demandais à être vraiment guidé parce que j'y arrivais pas, tout simplement. Et je suis tombé sur des scénaristes qui étaient débutants comme moi dans la maison d'édition, qui me sortaient des dialogues de fou sur des planches je suis monté avec des découpages jusqu'à 17, 19 cases. Et en fait, c'était impossible. Et du coup, à un moment donné, j'ai bien été obligé de me creuser. Alors, j'ai lu des ouvrages, Scott McCloud, L'art de la BD, Dessiner la BD. J'ai lu le petit livre rouge là, qui est édité chez Delcourt, pour essayer de comprendre, et puis refaire, faire et refaire, et jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, je commence à acquérir certains automatismes. Mais c'est compliqué. Oui, c'est vrai que ce qui nous inspire, en fait, c'est tout ce qu'on va regarder à la télé. Une idée de scène, que soit cette scène-là, on se dit, tiens, je n'avais pas eu cette idée de la filmer sous cet angle, mais en fait, ça va ramener un petit peu de plus à notre scène, quelque chose auquel on n'aurait pas forcément pensé. Et là, c'est ça qui est génial. Et il y a des réalisateurs comme Tarantino, comme Carpenter, qui ont vraiment des mises en scène différentes et qui peuvent très bien fonctionner sur certaines idées. Et moi, c'est comme ça que je fais, c'est que tout ce que j'aime, j'archive dans ma tête ou sur des fichiers, des screenshots, pour me dire, cette image, elle me plaît, je vais pouvoir m'en servir. Pas forcément tout de suite, mais ça peut me servir, voire quelques mois, quelques années plus tard. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on ne peut pas créer quelque chose sans inspiration. Tout a été créé et inspiré d'œuvres déjà préexistantes. Et c'est ce qui permet de créer quelque chose d'unique et d'original. Auquel cas, ne faire appel qu'à l'imaginaire, son propre imaginaire, on peut être assez bloqué et restreint. Donc il faut absolument se nourrir de toutes ces références et en abuser. C'est vraiment fortement recommandé. Travailler avec des références. Après, il y a des gaps qui arrivent des fois. Pour ceux qui connaissent, ceux et celles qui connaissent, je pense à Olivier Vatine sur Aquablue, où là, quand on est arrivé vers le tome 3, 4, on a carrément vu un travail de mise en scène qui a été fabuleux. Des fois, il y a un bond comme ça dans ces domaines, quoi. Kaito, ouais. Je vois que l'heure passe. Il y a un petit thème, enfin un ou deux thèmes que je voulais aborder également avec vous. C'est le travail scénariste-dessinateur, mais d'une autre façon. Vous connaissez un peu, je suppose, les cités obscures ?
Schwitten et Peters, ils travaillent ensemble en fait. C'est-à-dire, Peters va chez Schwitten. Schwitten a une espèce d'énorme cahier et ils construisent l'histoire en discutant, en travaillant ensemble. Donc, Peters a une idée, Schwitten rebondit dessus, il dessine, etc. Et puis à l'opposé, vous avez la méthode, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je pense que c'est le cas, vous avez la méthode Marvel. Vous avez un scénariste qui doit pondre 2-3 idées. Enfin, j'ai vu des trucs de Stan Lee. Faut vraiment avoir un dessinateur qui a l'habitude de travailler avec lui pour comprendre ce qu'il veut faire. Mais bon, 2-3 idées vaguement mises en page et envoyées comme ça, à l'époque c'était en fax au dessinateur, qui fait ses crayonnés, qui ensuite le passe à l'encreur, qui précise les crayonnés, puis le coloriste, le ou la coloriste, voilà, puis le lettreur qui fait le lettrage des dialogues. C'est deux méthodes totalement différentes de travailler. Je voulais que je sais pas, que vous rebondissiez dessus, que vous en parliez. Alors, c'est vrai. Dans le jeu vidéo, par exemple, ou dans le cinéma, une image ne nous appartient pas. On l'a fait, elle est travaillée par plein d'illustrateurs différents, elle est reprise en 3D, elle est repassée après en illustration. Dans le cinéma, c'est pareil. Et nous, notre culture franco-belge fait qu'on a toute une histoire, on a toute une culture qui s'est bien imposée, je trouve, à travers le monde, et qui fait qu'on a cette chance et cette particularité d'avoir la possibilité d'être acteur de tous les aspects créatifs, sur tout le processus, qui permettra de fournir quelque chose, de fournir une émotion ou de fournir l'ouvrage à un lecteur. Et ça, je trouve que c'est une chance. Est-ce que ça perdurera? Je l'espère, je pense. Mais c'est quelque chose qu'on a réussi à instituer dans notre environnement franco-belge et qui est complètement différent des manières de travailler sur d'autres thématiques et qui impose un investissement qui est plus fort et qui est très agréable pour ma part. On a des méthodes tellement différentes les uns les autres. Moi, je fais partie d'un collectif d'auteurs, autrices indépendants dans la BD, dans l'autopublication. Et quand on a des projets en collaboration, vraiment tous les 6, on peut se réunir, en discuter du thème, du sujet, de l'actualité, du propos, du fond, de la forme. Et on peut travailler ensemble directement dessus, en proposant directement des mises en scène totalement différentes, mais qui fonctionnent. Il y a des connexions, il y a des connivences. Ça fonctionne. Moi, c'est vrai que je préfère cette méthode où on va solliciter l'autre personne pour être en accord directement. Ou alors vous voyez, vous calez un moment dans une salle en commun on et est puis autour vous posez d'une dessus. table. Voilà. On est sur un bureau. Avec un peu de café, un peu de bière et c'est parti. Les deux, ouais. Plutôt le café le matin, puis la bière le soir. C'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment une question de préférence, à la fois de la part du scénariste et du dessinateur. Il y a des scénaristes qui sont extrêmement jaloux de leurs prérogatives et qui ne veulent pas du tout qu'on empiète sur ce qu'ils font. En gros, c'est leur scénario et rien d'autre, c'est leur gaufrier et rien d'autre. Il y a, comme je disais, des dessinateurs qui sont très contents d'avoir des scénaristes comme ça, parce que du coup, ça leur fait moins de travail. Et inversement, il y a des scénaristes qui sont au contraire qui lâchent complètement la bride. Voire, il y a un exemple très connu qui est l'exemple de Froideval dans Les Chroniques de la Lune Noire, où je crois que c'est dans le tome 8, en fait, à un moment, il a mis 4 cases de combat. Voilà. Donc c'est 4 pages de combat. 4 pages de combat. Puis c'était les grandes pages, c'est double page. C'était les grandes pages, et je crois que c'était le droit à l'époque et qui a fait OK. Le droit Froideval. Donc voilà. Et en fait, ce qu'il faut, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il faut que les gens se trouvent, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit d'accord pour travailler ensemble avec ces méthodes, qu'un scénariste qui a envie de laisser de la place à un dessinateur, que le dessinateur ait envie de s'approprier cette place-là, et inversement. Et c'est vrai que, par exemple, moi j'ai un exemple très concret, c'est avec Métamorphe, parce qu'en fait, avant de faire Métamorphe, j'ai fait Toute pour un avec le même dessinateur. Et en fait, on n'en avait pas trop discuté. C'est-à-dire que Toute pour un, c'est un scénario que j'avais envoyé à mon éditeur. Mon éditeur m'avait dit le scénario est top, il me plaît bien et tout. Je vais regarder si j'ai pas un dessinateur qui m'a envoyé des choses et qui pourrait correspondre. Et en fait, il avait Jonathan Auconte qui lui avait envoyé un portfolio. Il m'envoie, je trouve que le portfolio est cool. Donc il envoie à Jonathan le scénario. Le scénario dit le scénario est cool. Et en gros, on part dessus. Il a fait des essais, les essais étaient convaincants et on est parti dessus. Donc en fait, sur Toute pour un,
Jonathan n'a pas tellement eu. Alors, il a pris de la place sur les pages, sur la mise en page, etc. Mais sur le scénario en lui-même, comme il arrivait entre guillemets après la bataille, il n'a pas tellement mis la main à la pâte sur le scénario, vu qu'il existait déjà, il avait déjà été validé, le contrat était déjà signé, etc., etc. Et après le succès de Tout pour un, en fait, on est reparti ensemble donc avec Métamorphe. Et pour Métamorphe, je commence à lui dire les idées. Et déjà je lui dis, bah, qu'est-ce que tu aimerais bien? Et il me dit, alors moi j'ai beaucoup aimé bosser sur Tout pour un, mais le côté steampunk m'a pété les couilles. Donc je fais, ok, déjà on va éviter le steampunk pour la suite. Il dit, ouais, j'aimerais bien un truc avec du fantastique évidemment, mais un peu contemporain. Et j'aimerais bien. Alors au début, il aurait bien aimé que ça se passe dans la montagne, donc je réfléchissais à un truc qui pouvait se passer dans la montagne et tout. Et puis finalement, on est tous les deux du sud et le côté que ça se passe à Marseille plaisait bien. Et moi, du coup, je fais un scénar qui se passe à Marseille, Tours et tout. Et en fait, en réfléchissant, on a tous les deux mis un petit peu de notre adolescence dans les héros. Et par exemple, moi, j'ai jamais fait de musique de ma vie. Mais lui était dans un groupe foireux, hein, comme tout le monde a eu un groupe foireux quand on a 14-15 ans, etc., qui faisait du punk rock, voilà. Et du coup, le héros est dans un groupe foireux et c'est lui qui met, en fait, qui a apporté pas mal d'idées là-dessus. Et en fait, ça marche très bien. Ça marche très bien parce que moi, par exemple, le héros fait des parties de jeux de rôle. Moi, je faisais du jeu de rôle quand j'étais ado. Et moi, j'ai tous les rôlistes qui disent mais ouais, mais je veux dire, la pizza qui a coulé à travers le truc parce qu'on a oublié de mettre la plaque, les biscuits écrasés, le coca, c'est l'ambiance jeu de rôle parce que je sais de quoi je parle. Et lui, de la même manière, voilà. Et lui, de la même manière, en fait, il y a un moment qui se passe dans un bar miteux où ils sont en train de faire un truc et ils sont trop contents parce que c'est le premier bar qui a accepté. Ils ont 16 ans, c'est le premier bar qui a accepté de les laisser jouer. Et en échange, ils ont juste les boissons gratuites, ils n'ont rien d'autre. Mais voilà, ça c'est pareil, c'était sa vie à lui. Et du coup, je trouve que c'est hyper important de se nourrir mutuellement. Et moi, je trouve que Métamorphe est meilleur que Tout pour un. Pas pour l'histoire en tant que telle, parce que Tout pour un a bien marché, l'histoire est cool, franchement, c'est voilà. Mais parce que on est plus impliqué et du coup, c'est plus fluide, c'est plus crédible et c'est plus réaliste. Teddy, si tu veux réagir, oui. C'est bon. Laurent? Ouais, on va prendre quelques questions. Allons-y. Je vais jouer les... Y a-t-il des questions? Vous m'entendez? Oui. J'ai une question pour Olivier. Tu es auteur de romans à la base ou scénariste? Moi, je suis auteur de romans à la base. J'ai toujours voulu devenir romancier. Et du coup, au début, j'ai commencé par des romans policiers. J'ai eu beaucoup de chance par rapport à la plupart des gens parce qu'en fait, mon premier roman a eu le prix du premier roman et en gros, j'ai commencé un peu en haut de l'affiche. C'est après que je me suis un peu cassé la gueule. Et après, heureusement, ça a remonté. Mais non, je suis romancier à la base. En fait, c'est Arleston qui est venu me chercher pour adapter l'un de mes romans en BD. C'est un roman qui était chez Brajlon, qui est une maison qui a été rachetée par Hachette. Donc au final, le projet s'est pas fait, mais on avait eu contact, on avait sympathisé, on se rendait compte qu'on avait le même humour débile. Et du coup, quand il a créé sa maison d'édition, il m'a dit, en fait, Arleston avait une idée qui est géniale, et je suis assez curieux d'avoir votre point de vue là-dessus. Mais en fait, il dit, c'est plus facile d'apprendre les codes de la BD à quelqu'un qui sait faire des scénarios, donc un écrivain, que d'apprendre à quelqu'un qui a les codes de la BD à fabriquer un scénario. Donc en fait, il dit, lui, sa logique, c'était de dire, je vais prendre des écrivains que j'aime bien, des romanciers d'heroic fantasy, et je vais leur apprendre à le transformer et à le faire en BD, et ce sera plus facile pour moi que de prendre des gens qui ont déjà des codes BD, mais dont j'aime pas les scénarios, pour transformer leur scénario en quelque chose qui me plaît. Et je trouvais que l'idée était bien. Et comme je disais au début, l'apprentissage était compliqué parce que les premières pages, j'ai fait toutes les erreurs en question. Il rentre, il s'assoit, il machin et tout. Et Arleston est quelqu'un de très, très, très cash, donc il n'hésite pas à dire c'est vraiment de la merde, refais tout et tout. Mais moi, je suis super content que pour moi, c'est une méthode qui marche bien parce que du coup j'ai refait. Et aujourd'hui, ça marche bien et les gens aiment bien mes scénars et tout. Et je pense que c'est grâce à ces coups que je me suis pris dans la gueule au tout début de cet entraînement, quoi. Mais du coup, pardon. Ah non, non. Tu voulais rajouter ? Oui, quand tu parlais de que c'est plus facile, quand il disait que c'était plus facile quand on est romancier. En fait, la BD, on met toujours le dessin, focus sur le dessinateur. Mais en numéro 1, ça va être l'histoire. Parce que s'il n'y a pas d'histoire, ça ne va pas être intéressant. Le numéro 2, très très important, alors c'est mon point de vue, hein, ça va être le storyboard.
Parce que si on n'arrive plus à comprendre qui fait quoi, on est perdu et là, la BD elle nous tombe des mains. Et paradoxalement, bien que ce soit une BD, arrive en numéro 3 le dessin. Parce que si l'histoire elle est passionnante, qu'il y a des thèmes qui sont traités, qui nous émeut ou qui nous parlent, et qu'en plus on arrive à avoir une fluidité dans la lecture, s'il y a des pètes dans le dessin, quelques pètes dans l'anatomie, ça passera mieux. Mais un super dessin, des peintures sur chaque case, mais on ne comprend rien à l'histoire, et on ne sait plus qui parle à qui et comment se déroule la scène, on a beau avoir un excellent dessin, on n'arrive pas à finir la BD en fait. Donc le scénario est très important. Alors il y a une phrase qu'on nous dit souvent, et moi je trouve elle rejoint ce que tu dis, mais je trouve qu'elle est assez vraie. C'est le tome 1 se vend grâce au dessinateur et les tomes suivants se vendent grâce au scénariste. Parce qu'en fait, le tome 1, quand on achète le tome, on ne sait pas encore si l'histoire va être bien ou pas. Donc ce qui va nous faire acheter une BD, ce qui vous a fait acheter des BD ou des romans d'ailleurs dans le salon, c'est la couverture, la 4e de couverture. Et bon, la 4e de couverture vient un résumé, ça c'est plutôt le scénariste. Mais sinon, tout le reste, la couverture, les pages de garde, les choses comme ça, c'est le dessinateur. Et comme vous ne savez pas encore de quoi ça parle, c'est simplement est-ce que globalement ça m'inspire quelque chose ou pas, ce que renvoie. Et c'est le dessinateur à la fois par le dessin, la qualité du dessin, et ce que tu disais très bien, c'est pas le storyboard, mais par exemple c'est la composition. Qu'est-ce qu'on voit sur la couverture? Parce que je vais faire très vite parce que je sais que je parle beaucoup, mais le fameux Tout pour un dont je vous parlais, en fait, au début, il est sorti. Je finis, j'en ai pour une seconde. Le Tout pour un, il est sorti en fait avec un autre titre, une autre couverture. Ça s'appelait Les Gardiennes d'Aether. Ça a fait un beat total. Et on l'a recouverturé, on a changé le titre, ça fait un carton. C'était la même histoire. Donc la couverture, pour moi, est essentielle et le titre est essentiel. Et pardon, il y a monsieur qui lève la main. Merci, ça tombe très bien que vous parliez de couverture parce que c'était justement ma question. Une chose que j'ai constatée en tant que personne qui visite les librairies, qu'est-ce que vous pensez de cette pratique de certains éditeurs qui consiste à faire la couverture d'une BD par un autre illustrateur que le dessinateur de la BD? Bon, moi, à titre perso, je trouve ça scandaleux, ça me révolte. Maintenant, j'aimerais votre avis. J'ai été formé dans une école de bande dessinée où il y avait des auteurs, autrices de maisons d'édition très connues, en l'occurrence Fred Vigneault, qui dessine actuellement Torgal. Il a fait énormément de couvertures, je pense que vous avez pu le voir sur beaucoup de, comment on appelle ça, de péplum, voilà, sur l'Antiquité. Et moi, en tant que dessinateur, c'est vrai que si j'ai un projet, j'aimerais faire la couverture moi-même, car ça peut induire en erreur le lecteur ou la lectrice qui va ouvrir la BD, de se dire tiens, c'est pas le même style, et ça peut être problématique. Je pense que ce sont des collaborations, un groupe de potes, comment dire, d'amis qui veut faire participer un tel ou un tel, et ça fonctionne. Voilà. Ils savent qu'ils peuvent faire la couverture en temps, en heure, c'est une question de fiabilité, de confiance, et je suis assez partagé là-dessus. J'aimerais avoir l'avis de Laurent aussi à ce sujet-là. Si peut-être il a eu l'occasion de faire des couvertures en BD. Moi, ce n'est pas le cas. J'ai fait les miennes et ensuite, pas de collaboration de ce côté-là. Alors moi, tu vas me détester parce que j'ai travaillé pour différentes maisons d'édition. Alors pour de la BD, j'ai travaillé pour Les Humanos, j'ai travaillé pour Dupuis, j'ai travaillé pour petit à petit. Et en fait, ça peut être des thèmes différents. Par exemple, pour Les Humanos, j'ai pas fait de planche. J'ai fait des recherches de scaphandres, des recherches de véhicules spatiaux, des recherches de vaisseaux que je donnais après au dessinateur. Parce qu'il faut le design qui aille bien aussi. Et quand on n'est pas inspiré, des fois, le storyboard se travaille par quelqu'un d'autre aussi. Et alors, pour petit à petit, j'ai fait des couvertures, mais juste la couverture. Donc là, pour le coup, ouais, voilà. Après, il y a là où je suis mitigé aussi, c'est que si on arrive à faire connaître son travail, on arrive à faire connaître son travail en tant que dessinateur, mais aussi en tant qu'illustrateur. Et on peut utiliser des styles différents soi-même pour et la couverture et le dessin. Et on arrive quand même à imprimer une certaine logique sur le dessin, la couverture, même si le média n'est pas le même. Ça peut être d'une peinture à l'huile ou ça peut être du numérique. Et avoir une certaine cohérence dans le graphisme pour la BD. Je vais finir ma question en fait. Parce que au départ, la curiosité que j'avais, c'était de savoir si le travail de scénariste avait influencé
le travail de scénariste avait influencé, fait évoluer ton travail d'écrivain, notamment dans la mise en scène. Alors oui et non. Je sais que c'est une réponse de Normand, mais déjà pour commencer, en fait, ça fait 4 ans que je fais de la BD et du coup, ça fait 4 ans que j'ai mis un peu en pause mes propres romans. Donc je fais des romans encore, mais c'est surtout des romans de commande, des romans sous licence, des romans Ubisoft, des romans voilà, donc qui se vendent beaucoup, mais qui sont pas mes propres personnages et ça reste mes propres histoires, mais ce sont pas mes propres personnages et c'est pas mon univers. Donc du coup, ça reste des œuvres sur lesquelles forcément, hein, je mets moins de savoir-faire, j'allais dire, que mes propres œuvres. Et du coup, je ne me rends pas forcément compte de cette différence. Par contre, ce qui est clair, c'est que je vois une différence incroyable entre les BD que j'ai faites en 2020 et les BD que j'ai faites aujourd'hui. Donc, par contre, sur ce process BD, il y a clairement, pour moi, en tout cas, une progression et une amélioration. Et c'est intéressant parce que je vous invite à un moment à juste feuilleter en fait, par exemple, la première page des BD par rapport à ce que disaient mes collègues. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a aussi ce qu'on disait sur le fait, par exemple, de terminer soit sur une temporalité, soit sur un truc, etc. Mais là, il y en a vraiment pour une seconde, hein, je sais que je suis... vous voyez, Métamorphe, par exemple, on commence avec une présentation. Et la page 1 se termine alors qu'en gros, ils sortent du lycée et ensuite, on passe sur autre chose. On passe sur autre chose, c'est-à-dire la journée du garçon, la journée de la fille. Donc en fait, il y a une vraie séparation à la fin de la première page. Tout pour un, on est sur une présentation des personnages. Et ensuite, à la fin, en fait, il y a une fille on comprend en fait dans cette première page que la fille est amoureuse du garçon dès la première page et elle se prend un vent dès la première page. Et en gros, le garçon, elle lui dit, est-ce que tu veux aller prendre un verre avec moi? Le garçon est déjà parti. Voilà. Et du coup, boum, on repart ensuite sur l'action. Mais donc, il y a vraiment une cassure, en fait, à la fin de cette première. Et enfin, les matchs de Bonaparte. Alors là, c'est pour ça que j'en parle, c'est que c'est un petit peu différent. On a de nouveau une page de présentation pour bien comprendre que Bonaparte, vous voyez, il y a une petite fée qui apparaît pour bien qu'on comprenne dès le début qu'il y a du fantastique, etc. Mais là, en fait, on est in media res, c'est-à-dire que la fin, c'est genre pour dire, attention, ça va partir en couille. En gros, c'est Bonaparte qui donne des ordres pour attaquer. Et donc, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance, en fait, de... quelquefois rajouter, enlever des cases, mais dans tous les cas, réussir à finir sa page à l'endroit où on veut qu'on finisse. Et ça, c'est le plus dur entre le dessinateur et le scénariste, de réussir à vraiment tenir les fins de page qu'on veut, quoi. Oui. C'est vrai que dans l'écriture d'un scénario, qu'on soit vraiment chez l'éditeur ou alors indépendant, on s'appuie sur des mécanismes de dramaturgie, que ce soit le théâtre, le dessin animé, le film, les séries TV ou l'écriture de romans. Le traitement, c'est vrai, en BD est totalement différent, ça va être beaucoup plus technique. Et là, on va créer une frise chronologique, vraiment de tous les événements. Et on peut commencer par le milieu, la fin, le début. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a vraiment le recul de voir un prédécoupage de post-it, ça nous permet aussi de combler des vides sur des questions qu'on peut se poser et ne pas oublier aussi les enjeux d'un récit, c'est-à-dire de structurer avec une introduction, des éléments perturbateurs, déclencheurs de l'histoire, une présentation de personnages, des péripéties, le climax, voilà, tout ça ne sort jamais de ma tête, moi, en tant que dessinateur, parce que créer une histoire, c'est pas simplement... c'est pas aussi simple que l'action dans une case, le qui, le où, le quoi. C'est qu'il faut anticiper vraiment les débuts, la fin, et aussi de futures histoires. Ça, en fait, on a tellement d'idées que ça ne s'arrête jamais. On est d'accord. Alors, il y a effectivement, je vais complètement oublier ça, mais il y a une méga différence entre les romans et la BD. C'est que la BD, on est à 2. Et pourquoi ça a une importance? Parce qu'en fait, si vous avez déjà suivi une conférence d'un romancier, ils vont vous dire, c'est la tarte à la crème, qu'il y a 2 types de romanciers. Il y a les jardiniers, les architectes, blabla. En gros, il y a ceux qui préparent bien leur plan et il y a ceux qui se laissent un peu porter. Et par exemple, moi, en tant que romancier, je me laisse porter complètement. C'est-à-dire que je sais globalement où je veux arriver et je suis mon truc. En BD, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en gros, vous êtes en train de faire des pages à la personne et c'est pas à la page 28 que vous allez dire « Ah, finalement, en fait, plutôt qu'un garçon, ce serait mieux si c'était une fille l'héroïne, en fait. » Et là, mon dessinateur, voilà. Donc en fait, c'est vrai que le problème pour moi de la BD, c'est que on est obligé de planifier beaucoup plus qu'un roman. Où un roman, on peut se permettre de revenir en arrière, de changer. Moi, j'ai des romans où j'ai changé le sexe des personnages, j'ai changé ça se passait à Paris, j'ai déménagé à Aix et finalement je me dis ce serait mieux si ça se passait à Aix. Voilà. Si vous avez un dessinateur qui a passé 20 pages à faire des trucs du Sacré-Cœur, vous n'allez pas d'un seul coup dire que ça se passe à Marseille, quoi.
Donc ça, c'est une grosse différence, c'est qu'on est beaucoup moins libre, entre guillemets, en BD, parce qu'on dépend évidemment d'un dessinateur, et que du coup, on ne peut pas revenir en arrière aussi facilement que de changer son chapitre sous Word. Il est bientôt l'heure. Quelques mots de conclusion peut-être, Laurent ou Teddy ou non, toi c'est parlé, c'est bon. Laurent. Oui, je reviens sur la question pour les couvertures. Je vois ce que tu veux dire. Des fois, on a une BD et en fait, quand on regarde la couverture, on a un décalage complet entre le dessin et la couverture. Et des fois, ça peut être perturbant. Je reçois un point de vue. Et puis non, juste cette remarque-là. Et puis ah oui, si les storyboards par rapport à la préparation. En fait, découper une BD, donc il y a l'histoire. L'histoire elle est découpée en scènes. Après la scène, elle est découpée en nombre de pages. Le nombre de pages sont découpées en storyboard. Il peut être bien de découper toute la BD. Parce qu'on peut avoir des effets graphiques d'une scène à une autre ou des effets de couleur. Et en fait, il faut aussi s'assurer que l'ensemble des scènes se suivent, l'ensemble des pages se suivent. Donc il y a vraiment, on peut pas. Comment t'as dit oui, le jardinier, je maîtrise pas. Oui, il vaut mieux être architecte alors pour le coup. Ouais. Tout est dit. Merci. Bon, je crois qu'on peut arrêter là. 4h40, on a débordé de 10 petites minutes, mais la conférence précédente avait un petit peu débordé aussi. Donc, on a repris notre heure. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Je pense que c'était vraiment très intéressant.